Et ce soir, nous retrouvons Gamal Abina. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes expert en questions internationales. Vous avez pu suivre l'accord, les contours, les principaux axes de l'accord de cessez-le-feu conclu hier et annoncé dans la soirée et qui doit entrer en vigueur dimanche. Quelle est votre première lecture de cet accord ? La première lecture, c'est déjà, quelque part, malgré le massacre de masse, malgré les presque 100 000 morts et blessés, malgré la destruction à 80% du territoire palestinien de Gaza et une partie de la Cisjordanie, du Sud-Liban, il faut le rappeler, et des bombardements incessants qui n'ont pas cessé sur la population palestinienne, évidemment, c'est de se rendre compte que les objectifs de guerre proposés par l'entité sioniste et particulièrement l'extrémiste de droite Netanyahou n'ont pas été atteints, et loin s'en faut. Ils ont tué beaucoup de civils, c'est vrai, comme au Vietnam. On tue beaucoup de civils, mais ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est l'objectif. L'objectif, c'était non seulement de désarmer les Palestiniens de Gaza, toutes les factions palestiniennes, Hamas inclus, mais surtout, c'était de liquider la résistance et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de Hamas. Or, aujourd'hui, les sionistes négocient avec le Hamas sur la base de quoi? Sur la base de ce qu'on proposait dès le début le Hamas, à savoir l'échange de prisonniers d'un côté contre l'échange des prisonniers de l'autre. Et il s'est passé quoi? Eh bien, Netanyahou, qui n'est pas en mesure de pouvoir vaincre les Palestiniens parce que, effectivement, le peuple de Palestine a refusé cette seconde Nakba qui était offerte sur un plateau par rapport à l'Égypte, eh bien, le peuple de Palestine n'a pas reculé, il a subi le martyre, des bombes, des massacres de masse, des destructions comme rarement on l'a vu depuis la destruction de Berlin et de Dresde, mais il a résisté. Et cette résistance a donné lieu à la négociation auprès de qui? Du Qatar, frères musulmans aussi, qui sont très affiliés, pour obtenir ce que les Palestiniens demandent depuis le début, l'échange de prisonniers, le retrait des forces d'occupation sionistes du territoire de Gaza, et la négociation directe effectivement sur la question de l'approvisionnement par exemple en nourriture et en aide tout simplement. Donc tout ça c'est un marqueur qui prouve qu'effectivement, et en plus il y a je crois 33 prisonniers contre 1000 de l'autre côté, qui prouve effectivement que les objectifs de guerre ne sont pas atteints, donc Israël a perdu la guerre. Il faut être très clair là-dessus, ça n'est pas une demi-victoire, c'est une défaite totale. Ils ont perdu la guerre des images, ils ont perdu la guerre de l'opinion publique, ils ont perdu la guerre en termes de respectabilité, mais ils ont perdu la guerre tout court. J'allais vous poser la question d'ailleurs, Gamal Abina, hormis tuer des civils, principalement des enfants et des femmes, qu'ont apporté ces 15 mois d'agression génocidaire, puisqu'on le voit tous les jours, la puissance de la résistance est toujours là, elle continue d'infliger de lourdes pertes à l'agresseur. Vous savez, ce qui se passe, c'est que les sionistes ont l'habitude de vouloir tuer beaucoup et d'être peu tués. Or, ces derniers jours, j'ai vu, par exemple, le compte des Palestiniens, qu'on avait une moyenne de 5 soldats sionistes tués et puis des dizaines de blessés. À chaque fois qu'ils s'enfonçaient sur le territoire, parce que tuer du ciel, comme on le voit là, envoyer des bombes du ciel, c'est facile. Des bombes de 1 tonne qui font tomber des immeubles de 6 étages, c'est pas très difficile. Après, une fois que les immeubles sont écrasés, il reste quoi? Il reste des décombres, donc des lieux pour se battre, pour se cacher, pour faire la guérilla. Or, je le dis toujours, une guerre asymétrique, à savoir une armée régulière face à une guérilla, jamais dans l'histoire de l'humanité, aucune guerre asymétrique n'a été emportée par l'armée régulière. On se rappelle des Russes par rapport aux partisans. Quand les partisans russes sont mis à attaquer les nazis, eh bien les nazis ont fini par perdre avec, en plus, le soutien des Russes derrière de l'armée russe, mais au départ, c'est les partisans qui mettaient en difficulté. On se souvient de la guerre d'Algérie, on se souvient du Vietnam, c'est une guérilla qui se battait. Tous les pays qui ont fait appel à une guérilla, tout comme au Maroc avec les Khattabi, tous les pays qui ont fait appel à une guérilla ne perdent pas les guerres. Parce que les guérillas, c'est par définition une non-armée. C'est des petites cellules combattantes qui font du mal, qui harcèlent et qui éreintent l'armée régulière qui ne sait pas gérer ça. Et ce qui se passe, c'est que, qu'est-ce qui se passe au bout de 15 mois? Eh bien, objectifs de guerre sionistes ne sont pas atteints. Ils ont perdu de ce point de vue-là. Rien de ce qu'ils espéraient n'a été obtenu, loin s'en faut. Pire encore, leur image est largement écornée. Ils passent pour un État génocidaire, ce qu'ils sont. Ils passent pour un État de criminels parce qu'ils ont tué des civils. Il faut rappeler les chiffres. 60% des personnes qui ont été massacrées à Gaza, c'est les femmes et les enfants. C'est important de le rappeler, voire 70%. Ouais. Et donc ça, le monde entier l'a constaté. Et pire encore, le plus grand allié de l'entité sioniste, c'est les États-Unis. Et bien des milliers de manifestations, j'ai bien des milliers, on a dépassé les 1500 manifestations sur tout le territoire américain contre cette entité-là qui est considérée comme une entité génocidaire. Sans parler des poursuites en justice. C'est-à-dire qu'en termes politiques, en termes d'image, en termes humains, simplement la respectabilité d'un État, ils ont perdu sur tous les fronts et maintenant, avec l'arrivée de Trump en plus, ils perdent sur le front militaire. Ils n'ont pas atteint les objectifs. Il ne faut jamais perdre de vue qu'une guerre, ce n'est pas parce qu'on a tué beaucoup de gens qu'on l'a gagnée. Le Vietnam, 3 millions de morts, les Américains sont défaits. L'Afghanistan, c'est pareil, des centaines de milliers de morts, les Américains sont défaits, tout comme en Irak. Gagner une guerre, c'est atteindre les objectifs fixés au départ, à savoir libération des otages, ça n'a pas été fait.
Destruction totale du Hamas et démilitarisation, ça n'a pas été fait. Déportation des Palestiniens, ça n'a pas été fait. Conséquence de quoi? L'entité sioniste et Netanyahou, au premier rang desquels sa troupe de racistes, ont été défaits par les Palestiniens. Qu'on le veuille ou non, les Palestiniens ont remporté une large victoire. Très bien. Et pensez-vous que cet accord de cessez-le-feu a-t-il une chance d'être respecté aujourd'hui, notamment par l'entité sioniste qui, on l'a vu lors de la première trêve, il ne s'est pas passé une journée sans qu'il y ait des violations de cet accord? Vous savez, ces barbares l'ont fait avec le Liban aussi. Hein. Ils ont fait une trêve pour obtenir qu'il y ait une déstabilisation de la Syrie. Il faut bien comprendre une chose, c'est que Netanyahou, Smotrich, Ben Gvir, ces racistes, ne veulent pas arrêter la guerre parce qu'ils se croient à la race supérieure. C'est une question raciale. D'ailleurs, les responsables sionistes crient déjà au loup, à l'heure où l'on parle. Tout à fait, parce que la peur qu'ils ont, c'est quoi? Ils ont démontré que l'entité était fragile, qu'on pouvait la bombarder, le Yémen l'a fait avec les missiles hypersoniques, qu'on pouvait attaquer avec des drones, qu'on pouvait invalider le dôme de fer Iron Dome dont ils se vantaient des qualités extraordinaires. Ils ont démontré qu'ils étaient accessibles au sol, qu'on pouvait les frapper au sol. Ils ont démontré que leur armée était incapable de rentrer sur le territoire palestinien et de maintenir sous contrôle le territoire palestinien. Je parle de la Palestine occupée de Gaza, parce que toute la Palestine en absolu est occupée. Et donc ils ont démontré une réalité, c'est qu'ils n'étaient pas capables d'écraser avec des moyens considérables l'adversaire, et plus encore, ils ont démontré que Biden et sa troupe de criminels, qui alimentaient la guerre à plein régime financièrement et militairement, et livraient les armes, les bombes, parce qu'Israël ne sait pas fabriquer un seul missile, eh bien ils ont démontré qu'ils dépendaient totalement de l'Amérique et que finalement, le criminel, le donneur d'ordre, c'est bien les États-Unis. Ça n'est pas une question, alors contrairement à l'idée reçue, des Juifs qui viennent d'Europe en Palestine et qui retournent chez eux. C'est faux, ça. C'est une question coloniale portée par l'Occident. C'est une nouvelle croisade pour laquelle l'échec est consommé. Biden était un homme qui était capable de donner beaucoup d'armes pour tuer les Palestiniens. Trump n'est pas forcément un faiseur de paix, mais il n'aime pas perdre son argent, il n'aime pas perdre son temps, et il fait tout pour empêcher effectivement que l'Amérique soit trop engagée. Et puisque vous parlez des États-Unis, quel rôle auront joué les États-Unis dans la concrétisation de cet accord? Vous savez, Trump n'est pas un pro-palestinien, on l'a bien compris. Il est plutôt pro-sioniste, mais en même temps, c'est un sionisme de raison. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se dit... Mais cet accord a été conclu sous l'administration Biden. Oui, mais c'est Trump qui fait pression. On sait très bien que l'investiture de Trump va changer la donne. Sur la question ukrainienne, il ne se cache même pas des résultats et il a menacé sur la Palestine. Si la guerre ne s'arrête pas, il y aura des conséquences. Alors les conséquences, on imagine que c'est pour les Palestiniens, mais pas seulement. Rappelons-nous d'une image très importante que les gens ont oubliée. Lorsque l'autre criminel de Netanyahou va rendre visite à Trump, la visite est très froide, très fraîche, très peu chaleureuse, mais surtout, et c'est une image importante en diplomatie, lorsqu'il se quitte, Trump refuse de lui serrer la main. Parce qu'il considère que cet homme est un incendiaire, qu'il a cassé son mouvement, lui il voulait acheter la paix par les accords d'Abraham, qu'il a cassé ce mouvement en disproportionnant une frappe violente contre les Palestiniens, en n'ayant pas anticipé cette attaque, et surtout en ayant démontré que ce n'était pas un homme de parole, parce qu'évidemment, Netanyahou n'est pas un homme de parole, c'est un menteur pathologique, donc ça c'était très mal vécu. Et on le rappelle, il est poursuivi par un mandat d'arrêt international. Lui et son Miss Galant, mais à mon avis, il faut élargir. Hein. C'est pas suffisant. Ces criminels sont des gens qui n'ont pas de parole, sont sans foi ni loi. Les Américains n'aiment pas qu'on se moque d'eux, c'est-à-dire que c'est pas des gens non plus qui ont un grand sens de l'honneur. Mais quoi qu'il en soit, quand on signe un document, quand on se met d'accord sur un papier, on respecte cela. Et ça, Trump l'a très mal vécu. Et puisque vous parlez aussi de Donald Trump, on le sait, l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu conclu donc et annoncé plutôt hier dans la soirée entrera en vigueur donc la veille de l'investiture de Donald Trump. Pensez-vous que cela est une coïncidence ou une date symbole? Non, c'est pas une coïncidence du tout. C'est que avant que Trump n'arrive aux commandes, il a donné des directives parce que Trump travaille, parce qu'il a des gens qui travaillent pour lui, parce qu'il a ses ministres des Affaires étrangères, enfin ses futurs ministres des Affaires étrangères qui étaient déjà sur le terrain. Et donc, ils ont fait pression, effectivement, non pas sur l'administration Biden qui était finissante, mais sur l'administration du criminel de guerre Netanyahou, parce qu'ils leur ont dit, écoutez, ça va, on siffle la fin de la récré. Vous nous coûtez cher parce que les Américains n'aiment pas dépenser inutilement. Cette guerre n'est pas gagnable, c'était évident. Vous êtes parti dans l'arrogance habituelle qu'on connaît de cet homme qui croyait faire mieux que ses prédécesseurs, Netanyahou, et donc Trump n'aurait pas accepté. Donc c'est pas par hasard que la veille de l'investiture, on arrête les combats, les massacres. C'est pas par hasard, c'est simplement pour envoyer un signal fort aux États-Unis pour dire bon c'est bon, fais un geste vers vous, ne nous lâchez pas. Aujourd'hui la question, ça a été dit d'ailleurs par un penseur israélien, la question de l'existence d'Israël et du sionisme comme étant un espoir pour le peuple juif, un espoir de développement et de réussite est remise largement
largement en question, dans la mesure où, effectivement, on se demande si, finalement, l'échec du sionisme, c'est pas aujourd'hui qu'il a lieu. Le monde entier les regarde comme étant des barbares, le monde entier les regarde comme étant des criminels, poursuivis en justice, sans doute condamnés plus tard, mais surtout le monde entier se rend bien compte que ce peuple qui cherchait une sécurité dans un territoire qui n'était pas leur, finalement, a créé une insécurité dans un autre peuple qui ne leur a rien fait. N'oublions jamais que les nazis étaient en Europe, c'était les Européens, et que les Palestiniens n'ont jamais été responsables de quoi que ce soit, mais juste des victimes. Et vous l'avez dit tout à l'heure dans votre intervention, Donald Trump n'irait jamais débourser autant dans une guerre. Pensez-vous que son arrivée donc, à la Maison-Blanche soit synonyme enfin de l'arrêt de cette agression génocidaire à l'encontre des Palestiniens? L'entité sioniste n'aura plus de chèque blanc donc, pour mener cette guerre? Tout à fait. Vous savez, avec la destruction, une grande destruction d'un des territoires les plus riches des États-Unis, il ne faut pas l'oublier. Hein. On parle de ce qui s'est passé à Los Angeles, avec quand même la destruction de fleurons de la culture américaine. Hein. Hollywood Boulevard qui est totalement sous les flammes. Bref, ça a coûté 150 milliards estimé, peut-être plus, 250 apparemment. Mais une chose est certaine, c'est que America First, ça ne peut pas coïncider avec une obsession moyen-orientale et avec des populations qui détestent effectivement les sionistes, c'est logique, mais les Américains. Trump n'est pas dans une logique, c'est une logique commerçante. Trump a pensé acheter la paix avec les accords d'Abraham, avec des négociations de marchands de tapis. Trump ne supporte pas de dépenser des sommes faramineuses pour rien. Il a voulu se retirer, je le rappelle, de l'OTAN en disant à l'OTAN, débrouillez-vous, on en a marre de payer pour vous. Il a dit texto, c'est exactement ce qu'il disait à l'époque. Alors c'est pire encore sur les questions sionistes. Trump, qui est d'origine allemande d'ailleurs, il faut le rappeler, je ne sais pas que je le dis que c'est un nazi, mais tout de même, il y a quand même un gros conservatisme allemand. Trump est un homme d'affaires. Ce n'est pas un président au départ. Et dans un homme d'affaires, il dit quand je dépense un dollar, je veux un retour sur investissement. Là, en l'occurrence, il a bien vu que c'était une dépense à fond perdu, des tonnes de bombes pour qu'une résistance continue à s'exprimer. Jamais eu un arrêt des combats. Les Palestiniens n'ont jamais reculé, bien au contraire. Les objectifs ne sont pas atteints, donc il se dit bon, c'est idiot de dépenser inutilement. Il va donc couper l'alimentation financière, ce qui veut dire couper l'alimentation en armes. Et cela, c'est quelque chose qui, c'est pas un humaniste à Trump, c'est un type qui est pragmatique. Dans son pragmatisme, il y a fort à parier que la politique moyen-orientale change considérablement. Il est là pour vendre des armes aux Arabes, il n'est pas là pour faire la guerre aux Arabes. Et donc, on peut s'attendre à des surprises. Il a démontré pendant 4 ans qu'il n'était pas un battant en guerre, on l'a vu. Il a été jusqu'à serrer la main du leader nord-coréen, ce qui est quand même pas anodin. Et il est capable de tension avec l'Iran, on le sait. Mais là, il se rend bien compte que même l'Iran, qui n'a pas encore répondu d'ailleurs à l'agression qu'il a subie, eh bien même ces pays-là ne sont pas nécessairement les derniers de la classe par rapport à son classement. Le dernier de la classe aujourd'hui s'appelle Israël. L'autre enjeu de la phase qui vient est une crise. Remédier à une crise humanitaire sans précédent, comment y remédier aujourd'hui? On le sait, Gaza est en ruine. Vous savez, il faut ouvrir d'abord Rafah, redonner Rafah aux Égyptiens, qui n'ont pas été très glorieux dans l'histoire d'ailleurs. Il faut effectivement, et là on promet 600 camions par jour qui rentreraient, ce qui est quand même incroyable, 600 camions dans un territoire de 2,5 millions de personnes, c'est assez lunaire. On voit bien que Human Rights Watch et tout un tas d'organisations considèrent que c'est largement insuffisant. On considère, alors Trump est un homme d'affaires, mais pas seulement, c'est surtout le fils d'un entrepreneur de construction dans le bâtiment, donc il est peut-être intéressé par les marchés à Gaza parce qu'il sait qu'ils seront payés par les Arabes et les Turcs, donc ça c'est un grand classique. Mais aujourd'hui, la crise humanitaire qui est présente, hein, avec des maladies qui vont se développer à vitesse grand V, avec évidemment les conséquences directes et indirectes de la guerre et des morts qu'on va découvrir sous les décombres, avec un chantier abyssal. Je vous donne un chiffre simplement. Après la destruction des villes allemandes en 1945, 90% de destruction de toutes les villes allemandes. Il faut savoir que l'Allemagne a été totalement rasée à ce moment-là. Eh bien, il a fallu 20 ans pour finir la reconstruction d'un pays européen avec des moyens européens. Imaginez ce que représente la destruction de 90% du territoire palestinien, avec une concentration considérable de la population. Combien de temps il faudra pour reconstruire? Imaginez le coût de l'opération qui sera partagé évidemment par les mêmes contributeurs, les Européens, les Arabes et les Américains sans doute, certainement pas par les criminels. Eh bien, tout cela, Trump l'a en ligne de mire et je pense qu'il profitera effectivement de cette aubaine pour reconstruire la bande de Gaza avec d'autres acteurs. Mais c'est vraiment une affaire de business assez malsaine. Quand on voit les images, on se rend bien compte de l'étendue des dégâts. Et de l'autre côté, Trump en a marre d'entendre parler de cette guerre parce qu'il voit bien qu'elle est impopulaire. Il voit bien que l'Amérique a été pointée du doigt et pour cause. Il voit bien que les bombes étaient américaines et il se dit à force de faire cette espèce d'appui total vis-à-vis de l'entité génocidaire, ils finiront, les Arabes, au sens large du terme, 400 millions quand même de personnes, finiront par détester l'Amérique pour les crimes perpétrés en Palestine.
Dernière question, Gamal Abina, puisqu'on parle de crise humanitaire. Demain, l'Algérie présidera une réunion sur les activités donc, de l'UNRWA, qualifiées par l'Algérie et d'autres pays dont le rôle a été qualifié d'irremplaçable et qui est menacé aujourd'hui d'interdiction par l'entité sioniste. Pensez-vous que l'arrivée de Trump et cette réunion pourrait faire revenir les responsables de l'entité sioniste sur leurs décisions? On se fiche complètement de ce que pensent les responsables de l'entité sioniste parce que maintenant la montre court contre le criminel Netanyahou. Ils n'ont pas de pouvoir. Ils ont joué le pouvoir de la force, effectivement, du fait accompli militaire, c'est un grand classique, mais ils n'ont pas le pouvoir de faire en sorte que l'ONU recule. L'ONU, c'est les 5 membres permanents, donc les 5 plus grandes puissances mondiales. C'est pas cette espèce de micro-État qu'on a créé de toutes pièces qui peut revenir là-dessus. L'UNRWA est une émanation de l'ONU qui devait, pour essayer de soulager la mauvaise conscience de l'ONU après avoir pris la terre de Palestine aux Palestiniens, ils ont dit bon, on va quand même leur accorder des écoles, on va quand même leur accorder des soins, des hôpitaux. C'est à ça que servait l'UNRWA. C'est une façon de compenser effectivement le mal qui a été fait aux Palestiniens. L'UNRWA donnait lieu à une éducation de masse qui fait que les Palestiniens sont le peuple arabe le plus éduqué. 100% d'alphabétisation avec des sorties extraordinaires d'ingénieurs, de médecins et autres. Mais c'est vrai que de dire est-ce que Netanyahou et son gouvernement fasciste vont dire non à l'arrivée de l'UNRWA, autant dire qu'on ne les compte plus dans l'opération. L'UNRWA rentrera, qu'on le veuille ou non, par la bande de Rafah, sur le terminal de Rafah, rentrera, va investir comme elle a toujours fait depuis 75 ans le territoire palestinien et va être effectivement la seule organisation internationale. Rappelons-nous que l'UNRWA, ce n'est pas une organisation locale, c'est l'ONU. Eh bien, elle va rejouer son rôle qu'elle a toujours joué et les sionistes seront obligés d'accepter sous peine d'une explosion de violence qui reviendra à nouveau. Parce que si on déplace l'UNRWA, si on veut en finir avec cette organisation onusienne, rappelons-le, même si Netanyahou ne croit pas à l'ONU parce que c'est un hors-la-loi, eh bien, il est obligé de se plier à la loi internationale, il sera obligé d'accepter ce que l'Amérique va lui imposer. Merci beaucoup, Gamal Abina, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert en questions internationales.